C'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour le point de l'actualité de ce soir, voici les titres du journal. Les cours de vacances ont débuté depuis quelques semaines dans certains établissements scolaires et publics et privés de Cotonou. Quel intérêt revêt ces cours pour les apprenants? Vous suivrez un reportage à ce propos dans cette édition. JO Rio 2016, le Bénin est entré en lice ce mercredi avec le judoka Celtus Dosuyovo et le sabreur Yemi Apiti. Que pensent certains journalistes sportifs béninois des chances pour le Bénin de remporter de médailles? Élément de réponse dans ce journal. En interactualité, nous parlerons du Madagascar qui opte pour les sachets biodégradables pour réduire les ennuis écologiques liés à l'utilisation des matières plastiques. Madame, Messieurs, voilà pour le sommet de cette édition. La suite, c'est maintenant. Bienvenue dans ce journal. L'appareil judiciaire béninois tourne au ralenti depuis le mercredi 3 août 2016. En effet, les membres du syndicat national des travailleurs de la justice ont appelé leurs militants à observer chaque semaine 48 heures de grève pour des raisons diverses. À la Cour d'appel de Cotonou, certains bureaux sont fermés, ce qui bloque le fonctionnement des procédures de justice en cours. Antoinette Sagbo et Cyril Agbo ont fait un tour à la Cour d'appel de Cotonou. Suivez le compte-rendu. Mercredi matin, à la Cour d'appel de Cotonou, sans surprise, plusieurs bureaux de cet espace judiciaire sont fermés. C'est la conséquence de la grève de 48 heures des agents du syndicat national des travailleurs de la justice, Centra Justice. Voilà 2 semaines que cela dure. Christophe Kossou, venu faire des légalisations, ne peut que partir de cette cessation de travail. Je suis venu pour légaliser quelques dossiers et j'ai constaté qu'il y a la grève. À l'origine de cette grève, la non-satisfaction des revendications du Centra Justice, dont la titularisation des agents recrutés depuis 2011 et l'adoption de l'avant-projet de décret portant statut particulier des personnels des services judiciaires. Ce n'est pas ni les magistrats ni les greffiers qui sont en grève. Vous avez constaté que les audiences sont prises normalement. C'est un syndicat qui regroupe les agents des greffes et du personnel d'appui de la justice qui est en grève. Et lorsque les citoyens ne peuvent pas se faire délivrer leur casier judiciaire ou leur certificat de nationalité, ça va sans dire que les avocats retrouvent quelques entraves dans l'exercice de leurs fonctions, notamment judiciaires. Autre preuve de l'impact de cette grève sur l'administration judiciaire, les désagréments que cela crée aux avocats obligés de recourir au service des huissiers pour fournir certaines pièces indispensables à leurs audiences. Pas étonnant que Maître Hugues Pognon souhaite la fin de la grève du Centra Justice. Le recours systématique à la grève en matière de justice pose énormément de problèmes. Cela ne veut pas dire qu'on ôte cette légitimité-là à ceux qui font des revendications, d'avoir à faire leurs revendications ou à réclamer leurs droits. Il faudrait que tous les acteurs de la maison de justice s'asseyent et que nous puissions nous entendre sur le minimum qu'il y a pour que les problèmes, dès qu'ils se posent, soient discutés, soient réglés, pour que la grève ne soit plus le moyen le plus approprié ou le plus idoine pour arriver à régler des problèmes d'ordre professionnel. Pas sûr que son souhait soit exaucé de sitôt. Le Centra Justice menaçant de durcir sa grève pour passer de 48 heures à 112 heures dès la semaine prochaine. Les usagers de la Cour d'appel de Cotonou ne sont peut-être pas au bout de leur peine, à moins de se rabattre sur quelques agents du secteur de justice qui ne sont pas en grève. Je vous l'annonçais en titre, c'est les vacances. Écoliers et élèves sont censés être au repos, pendant que certains parents préfèrent faire reposer leurs enfants. D'autres leur ont choisi le chemin des cours de vacances organisés dans les établissements scolaires publics et privés. Mais quel intérêt revêt ces cours? La réponse avec Fojus Serroulan et Damien Pedro. Zéro. Oui. Travaux de mathématiques pour les uns ou d'anglais pour les autres, écoliers et élèves s'exercent à résoudre différents exercices, chacun dans sa salle de classe. Pourtant, ce sont les vacances.
mais ils ont décidé de consacrer leur matinée à ces cours de vacances. Considérés à tort ou à raison comme fastidieux et encombrants par certains parents, ces cours qui coûtent peu ont cependant un intérêt. Mais dans un premier temps, de faire rapidement une petite révision des notions qui ont été étudiées au cours de l'année qu'ils ont terminées avant d'être en vacances et d'anticiper sur les notions qu'ils auront à voir au cours de l'année qui va commencer. Ici, c'est une école primaire. Nous prenons en compte toutes les classes du CI au CM2. Nous faisons également le secondaire jusqu'en 5e. Nous essayons de voir en fonction du cours de la vie pour essayer de fixer un quota qui va de 1500 à 3000 francs. Jugés peu sérieux par une certaine école, certains organisateurs font quand même l'effort de rendre ces cours crédibles. Pour ces deux classes qui sont des classes du secondaire, nous privilégions le français, les mathématiques, la SPCT et l'anglais. Dans la dernière semaine, nous essayons d'évaluer les apprenants et au terme de ces cours, chaque apprenant a, un bulletin qui atteste le travail qu'il a fait et comme ça permet aux parents de se rendre compte de son niveau. Si on peut reprocher à certains apprenants des cours de vacances de s'y rendre en touriste, d'autres par contre, à l'instar de ceux rencontrés ce 10 août au complexe scolaire Siquet Sud, ont bien conscience de la raison de leur présence en ces lieux. Je vais chercher des informations que je ne connais pas encore. Les matins, nous faisons la correction des devoirs et après, nous faisons les leçons. Nous faisons les leçons après, nous écrivons ça dans le cahier. En anglais, on nous apprend les verbes irréguliers. En français, on est en train de nous apprendre la description. En maths, on est en train de nous apprendre le patron du cône circulaire droit. Et en PCT, on est en train de nous apprendre comment produire le courant domestique. Au collège d'enseignement général de Bégamin, où se font aussi les cours de vacances, l'enseignant Abel Boudinou explique l'importance de ces enseignements dans la réorientation des nouveaux collégiens du second cycle. Ceux-là qui n'avaient pas bien travaillé, qui n'avaient pas bien compris l'allemand ou l'espagnol, d'accord, peuvent déjà chercher à se réorienter. Surtout ceux qui ont choisi la PCT, d'accord. D'autres, après les cours de vacances, disent, il vaut mieux aller, d'accord, vers les séries littéraires pour ne pas coller la tête entre griffes. Quant aux collégiens des cours de vacances du Collège d'enseignement général de Bégamin, ils confessent que les cours leur sont bien dispensés. Les cours de vacances se passent bien parce qu'il y a des professeurs qui nous expliquent encore plus le cours. Et si on commence la rentrée, ça peut nous aborder avec les premières interrogations, on peut avoir de bonnes notes. Le monsieur nous explique bien, si personne ne comprend pas, il lève sa petite main. Si les cours de vacances sont bénéfiques pour les apprenants, ils sont tout aussi importants pour les enseignants car ces cours leur permettent de ne pas vivre de plein fouet le chômage technique. Vous le savez, l'année académique 2015-2016 s'est achevée avec de faibles taux de réussite aux examens nationaux et notamment au certificat d'études primaires CEP et au brevet d'études du premier cycle BEPC. Comment certains acteurs du système éducatif béninois et de la société civile apprécient-ils cette situation d'échec observée après la proclamation des résultats aux examens? Suivez leurs réponses à travers ce reportage. 39,26% et 16% sont respectivement les taux de réussite obtenus au certificat d'études primaires session 2016 et au brevet d'études du premier cycle au Bénin. Plus de 80% des candidats recalés au CEP et plus de 80% au BEPC malgré l'absence des grèves. Comment peut-on expliquer de tels résultats? Bernardin Tavi, directeur du Collège d'enseignement général Saint-Irita. Le parent aujourd'hui est hyper occupé. Il n'a plus de temps pour ses enfants à la maison. L'école béninoise a des problèmes. Et c'est par là qu'il faut commencer à voir. C'est lointain au niveau des parents. Je prends les enseignants. L'aspect pédagogique. Quelle qualité d'enseignant, pour quelle qualité
d'enseignement. Pour ce directeur, les plaintes de ces mauvais résultats ont d'autres causes. La gratuité décrétée, l'État ne parvient pas à assurer cette gratuité comme cela se doit. Et cela agit énormément sur les résultats, sur les prestations de l'école béninoise. Mais quelle lecture peut-on faire de cet taux d'échec élevé aux examens en tant qu'enseignant-chercheur au département de physique à l'université d'Abomey-Calavi, Aristide Akpo? Le programme APC est quand même aussi un problème qu'il faut s'asseoir et voir si on peut effectivement l'appliquer dans toutes les disciplines, comme ça se fait actuellement. Les parents n'arrivent plus à aider leurs enfants. Les documents, on ne les retrouve plus. La production de nos collègues de l'enseignement secondaire est insuffisante. Pour le syndicaliste Dieudonné Lokossou, ces forts taux d'échec sont les conséquences des reversements dans la fonction publique. Les reversements qu'on a faits, il y a des cuisiniers, il y a des coiffeurs, il y a toutes sortes de choses là, d'enseignants. Alors donc, on doit revoir complètement cette affaire-là. On doit former des gens bien parce qu'on ne peut pas parler d'excellence et au même moment, on forme des cadres navets, des médiocres. Si les faiblesses du système éducatif béninois sont connues, que préconisent ces personnes pour l'amélioration des résultats aux examens nationaux? Le système éducatif est un tout qu'il faut analyser depuis le cours primaire jusqu'à l'université. Il y a des problèmes à tous les échelons. Il faut que nous nous asseyions pour réfléchir et trouver des solutions. On en est capable. Maintenant qu'un gouvernement nous a donné le plein pouvoir, où le système éducatif est géré désormais par des inspecteurs, par les professionnels de la profession, c'est le moment à jamais pour que nous puissions soigner notre système éducatif afin que le Dahomey quartier latin de l'Afrique revienne. Il va falloir repenser complètement le système et au besoin recycler les gens. Espérons donc que ces propositions soient prises en compte afin que notre système éducatif sorte de la léthargie et que vive le quartier latin de l'Afrique. JO 2016, les Jeux olympiques sont déjà terminés pour 2 Béninois qui sont entrés en lice ce mercredi. Ce sont Celtus Dosuyovo et Yemi Apiti. Le judoka a été éliminé cet après-midi en 8e de finale dans la catégorie des moins de 90 kg. Il a été battu par le Suédois Marcus Niemann. Quelques minutes plus tôt, le premier représentant du Bénin qui a disputé une épreuve au JO 2016 prenait le meilleur sur le Portugais Célio Dias en 16e de finale par une victoire nette. Quant au pratiquant de l'escrime, il a été dominé au 16e de finale par l'Allemand Max Hartung 15-9 et c'est dans la catégorie sabre individuel. Jeudi, un autre Béninois entre en lice. Il a nom Jules Pessan. À part ces 2 sportifs, 4 autres Béninois disputent les Jeux olympiques 2016. Et quelles sont les chances de médaille du Bénin aux 31e Olympiades? Écoutez les réponses de certains journalistes sportifs béninois. Ils ont été plutôt interrogés par Judicaël, Polycap Aïdinou, Damien Pedro et Romaric Devouchy. Le Bénin peut-il remporter une médaille aux Jeux olympiques de 2016? Ni Noélie Yarigo, ni Yemi Apiti, ni Celtus Dosuyovo, 3 des 6 sportifs qui représentent le pays à Rio, ne devraient décrocher la moindre breloque. C'est l'avis de certains journalistes sportifs béninois. À vrai dire, le Bénin n'a aucune chance selon moi. Quand je prends simplement celle-là qui est plus connue en athlétisme, Noélie Yarigo, et elle est la seule qui soit la plus en vue dans ce lot de 6 athlètes. Et je dis simplement que leurs chances sont vraiment minimes. Je dis la préparation des athlètes béninois, ça a toujours un petit problème. Et je dis quand on va aux Jeux olympiques, à ces compétitions internationales, il faudrait se préparer plus que ce que nous avons eu ici au Bénin. À brûle pour point, je dirais que le Bénin n'a aucune chance de gagner une médaille. Il ne faut pas se leurrer pour le moment aux Jeux olympiques. Et Apiti, au JO, il ne se met aucune pression. Il n'y va pas pour gagner de médailles nécessairement. Parlant de Noélie Yarigo, elle s'est entraînée au Kenya récemment avec
Enis Soum qui est l'une des grandes figures donc, du 800 mètres au plan mondial. Mais cela ne suffit pas pour qu'elle gagne une médaille aux Jeux Olympiques, puisque au dernier championnat d'Afrique d'athlétisme à Durban en Afrique du Sud, elle n'est pas allée au podium, elle n'est pas sur le podium. En ce qui concerne Sertus Dosuyovo, qui est le judoka, il pourrait créer une grande surprise en gagnant peut-être une médaille de bronze, mais rien n'est encore acquis pour le moment, puisque tout dépendra de son inspiration du jour, de sa forme du jour pendant qu'il est en compétition. De façon globale, sur les 6, on n'a aucune médaille assurée, soyons sincères, mais nous sommes en sport où la providence, où la chance joue ou bien a une grosse part donc, dans les performances des athlètes. Mais une médaille, je doute très fort parce que Rio, ce n'est pas pour les petites nations comme le Bénin. Pour voir le Bénin obtenir sa première médaille olympique, il faudra attendre encore plusieurs années, le temps pour le pays de mettre en branle une véritable politique de développement de son sport. Si l'actuel pouvoir, je veux parler du régime de talent, veut du résultat en sport, il faut commencer dès à présent. Déjà négocier avec Sébastien Diavon, par exemple, qui a rouvert son centre de CIFAS et qu'on aille à une pluridisciplinarité, qu'il n'y ait plus que football, qu'il y ait des centres de formation en athlétisme, des centres de formation en handball, en basket, et volleyball, ainsi de suite. Les arts martiaux également, le karaté, le judo, le taekwondo, qu'on ait de bons formateurs. Il faut négocier avec les nations asiatiques qui sont patronnes donc, de ces arts martiaux pour venir former les entraîneurs et les pratiquants. Sans quoi, on peut aller 100 000 fois aux Jeux Olympiques, on n'aura jamais une médaille. Ça va dépendre de la politique du sport, c'est ce que nous chantons tous les jours. La politique du sport, ça dépend du gouvernement qui est en place. Et donc, c'est la politique du sport national qui doit être revue. Une politique qui doit venir du gouvernement, le gouvernement qui doit l'imposer maintenant à chaque fédération et lui dire voilà ce que nous voulons faire avec une échéance qu'ils vont donner, que le gouvernement donnera à ses dirigeants de fédération. Et peut-être qu'à ce prix, le Bénin pourra traduire son rêve de médaille olympique en réalité. Espérons que demain, Jules Besson puisse tirer son épingle du jeu pour nous ramener une médaille. Allons en actualité dans un pays à économie en berne où l'ascension sociale ne fonctionne pas. Pour ceux qui sont bien nés, les ados égyptiens des quartiers pauvres rêvent d'être repérés dans un casting pour s'extirper d'un avenir sombre. Reportage. Changement de garde-robe dans un parc huppé du Caire, ces ados égyptiens se font beaux pour l'objectif. Leur rêve, devenir des stars et partir à la chasse aux likes sur les réseaux sociaux. En multipliant les poses dans des endroits chics et avec des vêtements à la mode, ils espèrent un jour être repérés pour tourner dans des pubs ou être appelés pour un casting. Même si leurs vêtements ne sont pas pour tous les goûts. Ma mère aime beaucoup ma coupe de cheveux, mais ça ne plaît pas trop à mon père, je le sais. Et il n'aime pas ce pantalon parce qu'il trouve qu'il est trop serré. Il pense que ce style est pour les filles. Ces jeunes venus de quartiers défavorisés du Caire rêvent tous de marcher dans les pas de Sonek Diab. Ce mannequin égyptien de 21 ans a commencé comme eux, en se faisant photographier au lycée, et il a déjà tourné dans 2 publicités. Il y a des gens en Égypte qui deviennent célèbres sans chanter ou être acteurs, juste parce qu'ils sont photographiés, parce qu'ils prennent soin d'eux avec un bon photographe qui fait une belle photo, propre. Donc ils commencent à être célèbres, à recevoir des likes sur leurs photos. Et beaucoup des jeunes mineurs en Égypte veulent faire pareil. Alors que l'économie égyptienne est en berne, les ados des quartiers pauvres rêvent de succès grâce à Internet. Sur Facebook et Instagram, des comptes spécialisés ont même été créés. Mais avec leur style parfois provoquant, ils brisent des tabous dans cette société conservatrice. Pour ce sociologue, le pays n'est pas prêt à les accepter. La société égyptienne n'accepte pas le changement, elle n'accepte pas la diversité. Parfois, ce rejet se transforme en violence. Parfois, il se transforme en punition de l'État. Ce n'est pas le premier phénomène du genre. Dans les années 90, l'État a déjà accusé des jeunes qui jouaient du heavy metal d'être des adorateurs du diable et il les a emprisonnés. Ils sont des centaines chaque jour à arpenter les beaux quartiers du Caire pour se prendre en photo devant des voitures de sport ou des villas.
Seul espoir de succès pour ces jeunes sans avenir, alors que les 10-24 ans représentent un tiers de la population égyptienne. À Madagascar, les sachets d'une épaisseur de 50 microns et plus sont interdits depuis le 1er octobre 2015. Conséquence, pour répondre aux besoins de la population, une entreprise malgache importe de la félicule de manioc pour produire des sachets biodégradables. Reportage. À première vue, cela ressemble à un sac plastique ordinaire, mais il est fabriqué à partir de manioc et ne contient pas de polyéthylène. Selon ses constructeurs, ce sac n'aurait besoin que de 3 à 6 mois pour se décomposer, contre une centaine d'années pour la version plastique. C'est vrai que ces sachets en fécule de manioc sont plus chers à l'achat par rapport aux sachets plastiques, mais leur utilisation permet la protection de l'environnement. Un paquet de 50 de ces sachets coûte environ 7 €. Les sacs en plastique normaux sont presque 5 fois moins chers. Mais le gouvernement malgache a en partie interdit leur vente depuis le 1er octobre face aux dégâts environnementaux. Canalisation bouchée, dégradation des paysages, menace de certains écosystèmes. Avec cette interdiction, le nombre de commandes de sacs en fécule de manioc a augmenté auprès du fabricant, une entreprise malgache. Pour le moment, Cassiplas s'est basé sur Madagascar et le marché local. Mais d'ici peu, on va exporter vers l'île Maurice, vers l'Afrique du Sud et beaucoup de pays en Afrique qui n'utilisent plus les sachets en plastique. Il y a aussi les marchés en Asie, puisque ça commence aussi en Asie, l'interdiction des sachets en plastique. Pour son activité, l'entreprise doit importer la fécule de manioc qui n'est pas produite à Madagascar. L'année dernière, elle affirme avoir fabriqué 40 tonnes de ces sacs. Elle espère multiplier sa production pour atteindre les 360 tonnes en 2016 et voir son invention traverser les océans. Une partie du personnel de bord d'Eurostar va observer 7 jours de grève sur 2 week-ends au mois d'août pour protester contre les conditions de travail, a annoncé le syndicat britannique RMT, entendez Rail Maritime and Transport Union, alors que Eurostar, bien sûr, évoque un impact limité. Le syndicat RMT reproche à sa direction de ne pas respecter un accord sur les conditions de travail conclu en 2008. Notre personnel de bord d'Eurostar est soumis à des heures de travail difficiles et en a assez de voir la direction de ne pas honorer ses engagements, a déclaré Mike Kish, le secrétaire général de RMT. La première grève à l'appel d'RMT doit commencer le vendredi 12 août à 0h01 et durer jusqu'au lundi 15 août à 23h59. La deuxième doit avoir lieu sur 3 jours, du 27 au 29 août. Selon la déclaration d'un porte-parole d'Eurostar, l'impact de cette grève sur les conditions de circulation sera limité. Allons en Bulgarie pour terminer cette édition où les nouveau-nés se vendent comme de petits pains. Les femmes bulgares, après l'accouchement, font le commerce de leur propre bébé parce qu'elles sont en quête de moyens financiers. Elles touchent entre 1 800 € et 3 000. Incursion dans cet univers choquant. Reportage. Vendre son nouveau-né pour gagner un peu d'argent. Au cœur des communautés roms de Bulgarie, la pratique s'est enracinée depuis près de 15 ans. Un business lucratif pour ces mères et pour les trafiquants qui les mettent en relation avec des familles de l'autre côté de la frontière, en Grèce. Mais si vendre son nourrisson n'étonne plus les habitants du petit village d'Exa-Rantimovo, à l'est du pays, bien peu osent en parler devant les caméras. Une femme est tout juste rentrée de Grèce la semaine dernière. Elle a vendu son bébé là-bas et elle est revenue. C'est le 3e bébé qu'elle abandonne. Nous l'avons vue enceinte, elle est partie 1 semaine en Grèce et à son retour, plus de bébé. Elle nous a dit que son bébé était mort en Grèce, mais elle n'a aucun certificat qui le prouve. Dans la ville voisine de Kameno, plusieurs grandes maisons appartenant à des trafiquants présumés témoignent des importantes sommes d'argent générées par la vente de nourrissons. Lorsqu'une femme tombe enceinte et décide de vendre son bébé, elle part pour la Grèce dès les premiers mois. Là-bas, les futurs parents adoptifs prennent soin d'elle jusqu'à ce qu'elle accouche.
Ensuite, elle se rend devant le notaire avec le mari et lui dit qu'il est le père du bébé. Le couple peut garder l'enfant et la femme revient en Bulgarie avec l'argent qui lui a été promis par le trafiquant, à moins qu'il ne décide d'en garder une partie et de lui en donner moins que prévu. Pour tenter de sensibiliser les familles de la région, Maria Ivanova distribue des bracelets et des pins arborant les mots « Je ne suis pas à vendre ». Mais elle doit faire face à l'hostilité des mères qui refusent de s'impliquer et de témoigner. Les victimes refusent de coopérer pour la bonne et simple raison qu'elles ont reçu une certaine somme d'argent pour la vente de leur bébé. Habituellement, les sommes promises sont bien plus élevées que ce qu'elles touchent au final. Mais d'après les données dont nous disposons, une mère touche entre 1 800 et 3 600 euros. Une somme conséquente en Bulgarie, où le salaire moyen s'élève à 400 euros par mois. La justice bulgare ne poursuit les mères impliquées que s'il est prouvé qu'elles ont agi seules, ce qui est rare. Quant aux trafiquants, la plupart d'entre eux ne se sont vus infliger que des peines de prison avec sursis ces dernières années. C'est donc ici que se referme cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Narcisse Routon à la réalisation, Chimène Claudia Dossou au son, Denis Maroya au plateau. Vous remercie de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV. Bonsoir.